Nous en étions restés à la distinction, à la définition de l'illusion et avec la distinction de l'illusion de l'erreur. Et nous en étions à cette diapositive où, avec l'exemple de Christophe Colomb, Freud était obligé de distinguer l'illusion du délire, étant donné qu'une illusion, comme on l'avait vu, dérive de souhaits humains. Du coup, la question se posait, en quoi l'illusion ne serait-elle pas un fantasme complètement fantaisiste, et qu'elle ne se rapprocherait-elle pas du délire? Alors, pour distinguer du fantasme du délire, Freud va donc chercher à produire des éléments caractéristiques de distinction. Alors, dans l'illusion comme dans le délire, la volonté prend le dessus sur l'entendement ou le raisonnement. On voit bien qu'on est dans une source d'erreur, comme on le voit dans la méthode de Descartes qu'on avait vue. C'est-à-dire que la règle de l'évidence n'est pas appliquée. Il ne faut pas donc assimiler l'illusion au fait de prendre ses désirs pour la réalité, puisque dans le délire, il y a typiquement prise du désir pour la réalité. Dans l'illusion, c'est la réalité qui va conforter les désirs. On trouve en quelque sorte dans la réalité de quoi alimenter l'illusion, contrairement au délire qui finalement s'en émancipe quelle que soit la réalité qui apparaît. Au contraire, le délire construit la réalité. Construire la réalité sans la modifier, c'est toute la question, sinon ce serait pas un délire. Ce qui ne veut pas dire, si on revient à l'illusion, ce qui ne veut pas dire que la réalité ne dément pas certaines illusions, mais c'est juste que au niveau subjectif, on n'a pas forcément les moyens d'accéder à une manière à tous les éléments suffisants pour pouvoir infirmer cette croyance. D'où, ça c'est un point très important, on va en venir au sujet par exemple de la méthode scientifique, et donc le fait de se prémunir de nos croyances qui sont illusoires et qui nous font voir que la réalité participe de nos illusions. Ça c'est un point très important, et justement rien dans ce que Christophe Colomb apercevait de la réalité ne pouvait contredire sa croyance. Et c'est pour cela que Freud dit que l'illusion n'est pas forcément fausse. Alors, il donne d'autres exemples. La jeune fille qui croit au prince charmant. Vous pouvez donc croire au prince charmant jusqu'à 82 ans. Alors, en version plus contemporaine, c'est dire que cette personne-là est la bonne, c'est l'homme de ma vie, d'accord, le prince charmant c'est ça, ou c'est un coup de foudre, etc. Et le croire n'empêche pas le fait de se rendre compte que le fait que la réalité parfois dément une telle croyance n'empêche pas le fait de se retrouver toujours à alimenter et continuer à croire cette idée. Deuxième idée, c'est les Juifs croient à la venue du Messie. Ils y croient encore, hein. Ça fait plusieurs siècles et des siècles qu'ils y croient encore. Les chrétiens ont un Messie et croient au fait que le Messie a sauvé le monde par son message. D'accord ? Pour Freud, il y a à l'intérieur de ça plus qu'une croyance, c'est une illusion. C'est-à-dire que la réalité alimente cette illusion, même si elle ne la dément pas, participe à la confirmation de cette idée. Idem de la croyance à la supériorité de la race aryenne qui est mise comme exemple aussi dans ce texte. D'accord ? Tous ces illusions, ces exemples d'illusions reposent sur ce que l'on appelle l'argument implicite de l'illusion, qui a la forme suivante. X croit que P, X aimerait que P, c'est la même chose, donc quand il croit que P, il souhaiterait que P soit le cas. Or, P actuellement n'est pas le cas. Vous pouvez l'appliquer au fait de penser que la personne avec qui vous êtes est la bonne, de penser que l'endroit où vous atterrissez avec votre bateau est une nouvelle voie maritime pour atteindre les Indes. Mais, prémisse supplémentaire très importante, mais rien n'empêche pour l'instant de penser que P. Donc, X continue de croire et de souhaiter que P. On voit bien que il y a une proximité avec l'erreur,
puisque l'erreur était x croit que P, x aimerait que P, or non P, donc x se trompe. Il y a quelque chose qui se rajoute ici dans cette histoire qui est une prémisse supplémentaire qui fait que dans la réalité, rien pour l'instant ne nous permet de refuser ou d'abandonner l'idée que ça pourrait subvenir. Donc il y a une sorte de c'est toujours envisageable que. Vous pouvez le prendre avec l'exemple de Colomb. Colomb croit qu'il a découvert une nouvelle voie maritime vers les Indes. Il aimerait sûrement, ça le satisfait de s'imaginer l'avoir découvert. Or, ce n'est pas le cas. D'accord ? Factuellement, ce n'est pas le cas. Mais rien n'empêche pour l'instant de penser que P. Alors c'est très important, je le dis, mais entre les deux prémisses P2 et P3, il y a un statut différent. P3 peut être absolument pas accessible à X, au porteur de la croyance. Donc c'est l'idée, clairement, dans l'établissement de la vérité ou l'établissement de la contradiction à l'illusion ne se fait pas tout seul. Il va falloir ne pas oublier que la construction de la science passe par une communauté scientifique, le partage de connaissances et d'expérimentation. Donc rien dans la réalité effective ne pourrait faire penser le contraire à X. Donc Colomb était certain qu'il avait découvert une nouvelle voie maritime vers les Indes. D'où la définition de Freud, qui est la suivante. Nous appelons donc une croyance illusion, lorsque dans sa motivation, l'accomplissement du souhait vient au premier plan, et nous faisons là abstraction de son rapport à la réalité effective, tout comme l'illusion elle-même renonce à être accréditée, qui est donc la manière d'écrire, puisque nous l'avons formulé de façon plus schématique dans le carré rouge de la diapositive précédente. Point très important à ne pas oublier, et qui est du coup une manière d'appliquer ensuite la méthode vis-à-vis de nos propres croyances et de nos propres illusions, puisqu'il y a deux caractéristiques propres à l'illusion qu'il faut retenir à tout prix. La première, c'est qu'il y a une absence de volonté d'examiner la croyance P, cette croyance P qui est un souhait de voir s'accomplir cette croyance, ce que l'on désire. On ne la remet pas en question, on abandonne la règle de l'évidence, très important. Et deuxièmement, deuxième point, c'est le fait de se contenter de la confirmation dans la réalité que P est possible. Ça veut dire que on cherche dans la réalité le fait que P soit toujours envisageable. D'accord ? Au final, on peut penser du coup que dans l'illusion, une structure fondamentale de l'illusion, c'est que l'on se plaît à croire ceci ou cela, et peu importe ce qu'il en est de la vérité et de ce qui est réel. Conclusion sur le texte de Freud, l'illusion alimente le désir, qui alimente la croyance, qui alimente l'illusion, ou schématiquement, l'illusion alimente les désirs, qui alimente la croyance. Cette croyance repose sur l'argument implicite de l'illusion. Cette croyance-là, qui est en quelque sorte confirmée par le réel, confortée par la réalité, alimente à son tour la motivation de continuer à y croire, etc., etc. Et cette boucle-là, cette bulle de croyance, s'appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, qui fait l'objet de nombreuses études en psychologie à l'heure actuelle, révèle une tendance à n'inférer que ce qui confirme ce que l'on croit déjà. C'est un point très important à savoir, ça veut dire que être au courant de ce biais-là, c'est déjà un point très important pour la suite de la méthodologie scientifique. Le fait de s'en être rendu compte assez tôt, puisqu'on s'en est rendu compte très tôt dans l'histoire de la science, on s'en est rendu compte avec Francis Bacon dans les années 1620, où Francis Bacon, qui était un empiriste, a mis en évidence, vous avez un extrait de ce texte dans l'ensemble des textes que je vous ai donnés au début de ce chapitre, vous avez déjà les descriptions de ces biais de confirmation. Ce biais de confirmation est vraiment étudié, et il essaie d'être le plus atténué dans le travail scientifique. J'en arrive à la conclusion générale du chapitre 2. Pour résumer, nous sommes passés d'une définition traditionnelle où la connaissance requiert 1. La croyance et 2. La vérité, mais 3. Ne se réduit pas à la croyance vraie. On est passé de cette définition-là à une définition négative par l'élimination de l'erreur.
Connaître, c'est être dans la position où il est impossible de se tromper. Donc l'élimination de l'erreur, c'est donc connaître ce qui cause l'erreur et donc produire des mécanismes méthodologiques pour l'éliminer. Ça veut dire qu'il faut connaître précisément le type du coup de raisons que l'on va rechercher et le type de raisons qui sont trompeuses et que nous devons éviter. Et donc ça veut dire que les raisons que l'on pourrait adjoindre à une croyance pour indiquer que l'on est en position de connaître vont être des raisons épistémiques, c'est-à-dire des raisons qui nous font savoir, et non pas des raisons pratiques, c'est-à-dire des raisons qui nous font agir, qui satisfait nos exigences d'action, nos urgences d'action. Si je suis très malade, il est tout à fait naturel pour moi de vouloir croire que je vais guérir. Croyance satisfaisante pour la pratique et le bien-être en quelque sorte mental du soin, mais qui n'est pas relié à la vérité ou à la réalité. Même si je ne suis pas en train de dire qu'il faut rejeter cette croyance, c'est juste en termes de but épistémique et de but pratique, de buts assez différents. Donc ces raisons ne peuvent pas être des raisons de croire si elles sont pratiques, elles sont seulement des raisons de vouloir croire. Tu fais bien d'y croire, parce que ça t'aidera sûrement à guérir, mais ce n'est pas parce que tu as ces raisons-là que pour autant tu vas guérir. Si nous croyons que P, par exemple P étant il y a eu 67 000 morts environ du Covid 2019 en France, du Covid-19 en France, si nous croyons cela, nous le croyons seulement en réponse à des raisons épistémiques, c'est-à-dire des preuves et des justifications tirées de la réalité. Ces raisons épistémiques, ce sont des raisons qui ne dépendent pas de nous, de nos désirs, de nos affects ou de nos intentions, mais de la vérité. Ce sont des raisons qui ne reposent pas sur le lien que j'aurai avec cette idée. Si nous voulons croire que le Covid a été fabriqué dans un laboratoire en Chine, on le croit souvent pour des raisons non épistémiques. Et si on le croit pour des raisons non épistémiques, c'est que nous voulons alors, ce n'est pas que le contenu ou l'objet de la croyance soit le cas, d'accord, si on le croit pour des raisons non épistémiques, mais qu'on recherche simplement des effets de cette croyance sur nous. Ce sont simplement les effets, une satisfaction psychologique, une satisfaction morale, que l'attitude d'y croire a sur nous. Ça nous plaît d'y croire, ça peut nous rassurer, etc. Donc il est donc attendu de celui qui cherche à dire vrai, qu'il acquiert toutes les raisons épistémiques suffisantes pour croire. D'où cette sentence méthodologique fondamentale d'Arnaud et Nicole: de quelque ordre et de quelque pays que vous soyez, vous ne devez croire que ce qui est vrai, et que ce que vous seriez disposé à croire si vous étiez d'un autre pays, d'un autre ordre, d'une autre profession. Ce qui veut dire que nous devons chercher une méthode qui nous met dans une position où, quand on forme des croyances, on le fait en éliminant un maximum d'erreurs, c'est-à-dire en éliminant les biais spécifiques aux possesseurs de la croyance. Pour bien comprendre cette position-là, on peut l'imaginer et la mettre en évidence en pensant à l'arbitre sur un terrain. La position de l'arbitre est telle qu'il n'est ni dans un camp ni dans l'autre, et que quand il juge une action, il la juge de manière impartiale. Le scientifique doit produire une situation dans laquelle il peut juger en éliminant la part d'intérêt à croire, de satisfaction à croire certaines choses. C'est toute la difficulté de la construction de la méthode scientifique, de la méthode expérimentale et de la construction de l'objectivité, qui peut faire du coup l'office d'une histoire des sciences.